Bonjour, bonjour, c'est Umkonde Patrick Habamenshi et nous sommes le 5 septembre 2022. Je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast Umonhun Gumonhun Kavanu. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose d'un peu personnel et j'espère que vous, ça va vous sensibiliser sur un problème qui existe dans notre société. Je vais dire comme ça. Ça va vous sensibiliser, ça va vous réveiller, ça va vous montrer que parfois il y a des choses qui se passent autour de nous, mais que nous ne voyons pas. Peut-être parce que nous regardons ailleurs ou nous voyons et nous ne voyons pas exactement la magnitude de ces choses qui se passent. Dans les jours passés, j'ai eu à deux reprises, dans la semaine passée, deux reprises, dans une période très courte, de personnes qui m'ont fait des accusations concernant le fait que j'étais dans le gouvernement avant. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais au gouvernement du Rwanda entre 2002 et 2005. En fait, je suis entré dans l'administration publique en 2001 au Rwanda et j'ai quitté en 2005 de façon très dramatique. Je pense que beaucoup de gens sont au courant. Si vous n'êtes pas, il faut lire mon livre, Rwanda Where Souls Turn to Dust. Alors, de temps à autre, dans toutes les 15 dernières années, il y a des gens qui viennent et qui me disent « Ah, d'ailleurs, toi, tu étais ministre » dans des formes différentes, dans des formats différents, dans des endroits différents. Et très souvent, la personne qui le fait dans un contexte où nous sommes en train de discuter de quelque chose d'autre. Et puis, d'ailleurs, toi, tu étais ministre. Et je sais très bien que ceux qui le font, ils ont peut-être un ressentiment contre le Front patriotique rwandais, qui était mon parti à l'époque. Mais je ne pense pas que c'est la raison pour laquelle ils le font. C'est plutôt parce que dans les gens qui les suivent, ou dans le public, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui n'aiment pas du tout quelqu'un qui aurait occupé un poste important dans le gouvernement actuel. Et le fait de mentionner que moi, j'ai été membre du gouvernement, ça fait que les gens qui me suivaient vont arrêter de me suivre. C'est une révélation, quelque chose d'explosif pour ceux qui n'étaient pas au courant. Tiens, cette personne qui est en train de vous parler était au gouvernement. Et dans ces petites phrases-là que les gens jettent comme ça sur les réseaux sociaux, il y a parfois des accusations ouvertes, comme quoi j'ai participé dans les tueries du FPR. D'autres, c'est des insinuations, mais qui vont dans la même direction. Mais ça me fait toujours... ça me fait très bizarre chaque fois que je lis ça. Je ne vais pas dire que ça me surprend parce que ça fait 15 ans que ça m'arrive. Donc, ça ne me surprend pas. Mais ça me fait toujours très bizarre que autant les gens dans leur vie adulent des gens dans des gouvernements. Je vois les gens aduler celui-ci, aduler celui-là qui est dans des postes et qui font des tas de choses qui sont répréhensibles. Autant les gens viennent m'accuser d'un crime, du crime d'avoir été dans un gouvernement. Mais je vais vous dire que ceux qui le font aujourd'hui, 15 ans après que j'ai quitté le gouvernement, vous arrivez trop tard. Parce que le Front patriotique rwandais m'a fait payer, m'a présenté la facture. Il y a 17 ans, le Front patriotique rwandais m'a présenté la facture. Il y a 17 ans, et encore une fois, je vous invite de lire mon livre, il y a 17 ans, je me suis tenu dans le tribunal de Nyamirambo. Pour des accusations fallacieuses que le gouvernement avait montées contre moi. Et en entrée de matière, le substitut du procureur a demandé que l'on me mette en prison, a demandé une peine de 20 ans d'emprisonnement. 20 ans, vous avez très très bien entendu, 20 ans, 2 fois 10 ans, 4 fois 5 ans. A demandé qu'on me mette en prison pour 20 ans. Et l'argumentaire qu'il a présenté, le substitut du procureur, c'était que c'est parce que je suis ministre c'est parce que j'étais ministre que je devrais aller en prison pour 20 ans. C'est ça l'argumentaire.
Et ça, c'est le Front patriotique rwandais qui faisait cet argumentaire-là, il y a 17 ans. Dieu merci, Dieu a prévalu. Aujourd'hui, je ne suis pas en prison pour 20 ans, je ne suis pas en prison pour 5 ans, je ne suis pas en prison pour 10 ans. Dieu a prévalu. Dieu a prévalu à ce moment-là et Dieu continue à prévaloir dans ma vie. Donc la facture, on me l'a présentée. La facture de la trahison, la facture de gens qui ne voient, qui voient un autre individu, un individu qui vit sa vie et qui décide que cet individu, on doit lui faire mal. Des gens parfois que je connais, d'autres fois que je ne connais pas. Mais la plupart du temps, c'est des gens que je connais. Les gens qui ont monté toutes ces affaires-là, toute cette affaire-là au Rwanda, c'était des gens que je connais. Des gens que je connais très très bien. Que je connaissais. Je ne les connais plus. Maintenant, nous avançons, ma vie, 17 ans, c'est beaucoup dans une vie. Nous avançons, et de temps à autre, ça revient, de temps à autre. Et chaque fois que ça revient, pas cette affaire-là de me dire envoyez-le en prison pendant 20 ans, mais chaque fois, il y a quelqu'un qui se dit qu'il doit me faire payer ou elle doit me faire payer et me présente une facture sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant vous ramener dans quelque chose qui s'est passé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous vous rappelez que, bien sûr, vous ne pouvez pas oublier, 2020. En 2020, en 2019, en décembre 2019, j'ai été envoyé j'ai eu une proposition d'aller travailler à Kinshasa, d'aller diriger le bureau de mon organisation, l'organisation où je travaillais, d'aller diriger leur bureau à Kinshasa. Et j'ai accepté, mais bien sûr, en acceptant d'aller travailler à Kinshasa, je savais qu'il y avait un risque énorme pour moi. Il y avait un risque parce que Kinshasa, c'est à portée de main de Kigali, que les choses pouvaient aller mal pour moi et puis je me retrouve embarqué, kidnappé, je ne sais pas quoi, et envoyé à Kigali, ou pire. Et donc, je suis allé en connaissance de cause. Et je me suis dit, écoutez, je vais rester, c'est quelques mois seulement, je vais rester là-bas, je vais me tenir peinard et puis je vais faire mon travail et puis je vais repartir sans que personne soit au courant que j'étais à Kinshasa. Et puis, février 2020 est arrivé. En février 2020, Kizito Mihigo m'a sorti de mon silence. Kizito Mihigo m'a sorti de mon silence. Un silence que je m'étais imposé, une distance que j'avais prise par rapport au... J'étais sur les réseaux sociaux sans être là, personne ne savait vraiment où j'étais. Et nous avons eu cette information le 13 février en 2020 que Kizito avait été pris à la frontière entre le Rwanda et le Burundi. Je pense que nous avons eu l'information le 14 février. Et du moins, c'est la version officielle que nous avons. Et ça m'a secoué. Et dès que j'ai appris qu'on l'avait pris et qu'on le ramenait en prison, dans mon cœur, je me suis dit, Kizito, cette fois-ci, on va te tuer. Cette fois-ci, ils ne vont pas te laisser partir. Cette fois-ci, ils vont te tuer. C'est ce qui m'a traversé l'esprit. Et je suis sorti de mon silence et je me suis mis sur les réseaux sociaux. Chaque fois, à chercher les nouvelles, à appeler à l'aide. C'était frénétique. C'était quelque chose c'est comme une course contre le temps. Une course contre le temps. Et en même temps, sur les réseaux sociaux, chaque personne qui écrivait pour appeler à l'aide pour Kizito recevait des hordes de trolls du gouvernement, du Front patriotique rwandais, qui vous écrivaient, certains qui vous insultent, d'autres qui vous font perdre votre temps en train de vous faire aller dans des discussions. Oui, il avait reçu le pardon, il avait ceci, qui vous amènent dans plein de discussions pour vous faire perdre votre temps et pour que ce temps que vous perdez, vous ne l'utilisez pas à appeler à l'aide. C'est ce que j'ai compris plus tard. Et c'était une bataille fatigante, une bataille inimaginable.
de se battre pour faire passer un message. Et à la fin, nous avons eu la confirmation de ce que j'avais craint, c'est que Kizito avait été tué. Et ça ne m'a pas arrêté non plus. Quand il a été tué, j'ai continué. Beaucoup de gens appelaient à ce qu'il y ait une enquête, à ce qu'on fasse la lumière sur ce qui s'est passé. C'était des moments inoubliables. Je ne peux pas oublier ces moments-là, cette mort-là, toutes ces discussions, ces attaques par les trolls. C'est des moments où les blessures se sont multipliées. Chaque personne qui s'est vue en Kizito a été blessée dans sa mort, a été blessée dans la vie qui a continué, où nous étions assaillis en permanence. Ça, c'était en février 2020. Et ça a continué. Je m'exprimais le plus souvent sur Facebook. Et après, je suis allé sur Twitter. J'ai continué à m'exprimer beaucoup sur Kizito Mihigo, sur Twitter. Et maintenant, il y a un phénomène qui s'est passé que je vais lier à ce que j'ai dit au début de ce podcast. Il y a un phénomène qui s'est passé qui était nouveau pour moi. Je ne l'avais pas encore vu, mais ça fait partie des manigances, des trolls. Environ un mois après la mort de Kizito Mihigo, la pandémie de Covid avait déjà commencé, mais elle a été déclarée au Rwanda. Et quand la pandémie du Covid a été déclarée au Rwanda, j'ai fait quelques commentaires dans une discussion sur Facebook. Et quelqu'un a pris des screenshots de ce que je disais sur ce que j'écrivais avec quelqu'un d'autre, avec d'autres personnes sur Facebook, et a pris ces screenshots et les a partagés sur Twitter. Et cette personne a indiqué, voilà, cette personne-ci que vous voyez ici, c'est l'ancien ministre de l'Agriculture, et pendant que le pays souffre avec le Covid, il est en train de, je ne sais pas, se réjouir de ça ou quoi. Quelque chose de très malicieux. Et cette personne qui a fait ça, c'était je pense, le 15 mars 2020. Cette personne qui a fait ça, c'était, je vais vous donner le nom de profil de cette personne-là, c'est Ndori Gitare. Et nous tous, nous savons que Ndori Gitare, c'est Olivier Nduhungirehe, qui était ministre, maintenant il est ambassadeur, et qui a été un ami d'enfance, Olivier Nduhungirehe. D'ailleurs, quand Olivier Nduhungirehe est rentré au Rwanda, avant d'entrer dans le gouvernement, il est venu me voir à ce moment-là. Moi, j'étais dans le gouvernement, il m'a demandé conseil, on a parlé. Voilà. Donc ça, c'est la même personne qui a lancé ces attaques sur moi sur Twitter. Et maintenant, quand les gens qui dirigent les meutes de trolls lancent un appel contre quelqu'un, les gens déferlent sur votre compte. Et j'ai eu des insultes qui ont duré des jours et des jours et des jours. J'ai été insulté sur Twitter. À la suite de ce tweet de Olivier Nduhungirehe. J'ai été insulté. Regardez-moi ça. Tout ça, je ne vous répète même pas les insultes que les gens me faisaient. Et le 17 mars, retenez cette date-là, le 17 mars, une de ces personnes-là qui était dans cette meute de gens qui m'insultaient a mis mon adresse sur Twitter, mon adresse physique. Il a écrit, cette personne-là, il ou elle, a écrit « Nous savons que tu te caches au Grand Hôtel ». Quelque chose dans une variation de cette phrase-là que je viens de vous dire. « Nous savons que tu te caches au Grand Hôtel de Kinshasa ». Parce que c'est là-bas où je vivais, au Grand Hôtel de Kinshasa. Et là, j'ai compris que ces gens-là, vous voyez, c'est quand on attaque quelqu'un, pour quelles que soient les raisons qu'on a, et qu'on se dit que dans le public autour de nous, dans les meutes qui nous suivent, les gens vont détester aveuglément cette personne-là, vous mettez en danger la personne.
vous la mettez en danger pour des raisons que vous seul connaissez. La raison pour laquelle vous amenez des meutes à attaquer quelqu'un, la raison pour laquelle vous soulevez des ressentiments contre quelqu'un. Vous seul savez pourquoi vous le faites. Et je ne sais pas si votre intention est que quelqu'un va donner mon adresse physique sur Twitter. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça votre intention quand vous le faites. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est une conséquence. C'était peut-être pas une intention, mais c'était une conséquence. Et quand j'ai lu mon adresse sur Twitter, j'ai rien dit, j'ai rien commenté, parce que la dernière chose que je voulais faire, c'était de confirmer que cette personne avait raison. Et cette histoire-là est partie comme ça. C'était le 17 mars 2020. Et vous savez ce qui m'a sauvé en mars 2020, une fois que mon adresse a été publiée sur Twitter, c'est que la pandémie du COVID continuait. J'ai été sauvé par le COVID, pas en l'attrapant, mais parce que quelques jours après qu'il y a eu ce tweet-là, il y a eu la quarantaine dans Kinshasa. Et quand il y a eu la quarantaine dans Kinshasa, l'hôtel où j'habitais a été fermé au public pendant plusieurs mois. Et ça, c'est ça qui m'a sauvé, j'en suis sûr. Parce que l'hôtel crôlait de trolls. Je les voyais tous les jours. Quand je circulais, je voyais plein de gens, des Rwandais qui étaient là, dans le hall de l'hôtel. J'entends quand j'écoute les gens parler. Je passe, j'entends les gens parler, et je sais très bien que c'est des gens du Rwanda. Mais après la fermeture de l'hôtel, nous, on est restés à l'intérieur. Tous les trolls sont partis, je ne sais pas où. Et voilà. Au moins, à ce moment-là, le danger physique est parti dans l'immédiat. Maintenant, quand je lis les choses comme ça en ligne, je me dis, mais chaque personne dans le monde entier qui va me regarder ne voit qu'un titre. Et que ce titre peut être quelque chose qui peut être jeté comme ça dans une conversation qui n'a rien à voir avec mon poste, mais qui peut être jeté dans une conversation ou qui peut être utilisé pour m'empêcher de parler, pour me pousser à m'expliquer sur des choses que je ne dois pas m'expliquer, sur les tueries du FPR. Pourquoi je dois aller m'expliquer sur les tueries du FPR? On vit sur quelle planète? Et ça, c'est ça. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Je demande, on vit sur quelle planète? Mais malheureusement, c'est la planète Terre. Il y a des choses que les gens ne voient pas, qui simplifient quelque chose, qui utilisent des raccourcis à leur propre fin, des raccourcis pour les faire reconnaître dans la société. Mais ce raccourci-là, du moment où ce raccourci fait du mal à quelqu'un d'autre, du moment que ce raccourci va jeter en pâture quelqu'un d'autre pour ses propres fins, ce raccourci ne mène nulle part. Je le sais, ce raccourci ne mènera nulle part. Parce que tous ceux qui ont pris ce raccourci-là dans leur vie contre moi, ça ne les a menés nulle part. Je peux le dire, ça ne les a menés nulle part. J'en connais même où ce raccourci les a menés à un précipice après qu'ils s'en sont pris à moi. Il y en a eu. Donc, ça, c'est des choses qu'on doit essayer d'éviter. Et ces jours-ci, j'ai beaucoup repensé, je suis retourné dans le passé. Il y a des choses même dont je n'ai même pas envie de discuter. Il y a des choses dans la vie de quelqu'un où on fait tellement face à la traîtrise, à la fourberie, à la trahison, que ça devient partie de notre vie, mais ça ne doit pas devenir la seule chose qu'on retient des gens. Bien sûr, on fait attention. Parce que si la plupart des attaques que j'ai vécues dans ma vie ne sont pas venues d'inconnus, dans mon cas personnel, les attaques que j'ai connues, faibles ou grandes attaques, sont venues de gens que je connaissais. De gens que je considérais, certains que je considérais comme des amis. Des gens que je n'aurais jamais soupçonnés pour être capables de me faire ça.
Les gens qui m'ont envoyé au tribunal, c'était des gens que je considérais comme des amis. 20 ans de peine qu'ils ont demandé pour moi, ces amis-là. Les gens qui me ndori gitare, alias Olivier Ndounyere, c'était un ami d'enfance. Et il jette des hordes, des meutes derrière moi. Sur les réseaux sociaux. Comme si les réseaux sociaux lui appartiennent. Et les gens qui le font ces jours-ci, parce que je parle de Kizito Mihigo. La même chose. Et donc, à tous ces gens-là, je vous dis que ça ne sert à rien. Je vais lire un passage de la Bible maintenant. Je vais être très religieux sur les ondes. Et j'espère que ce passage de la Bible va vous faire réfléchir. Peut-être pas ceux-là qui m'attaquent. Eux, je ne sais pas si la Bible peut les aider. C'est autre chose qui peut les aider. Mais je vais lire ce passage et j'espère que ce passage va aussi éveiller quelque chose en vous. Et je vais vous expliquer les circonstances dans lesquelles ce passage m'est venu. Ok, à tout de suite. Je vais ouvrir ma Bible, donc on fait un petit interlude. En fait, vous ne sentirez pas l'interlude. J'interromps l'enregistrement et puis je vous reviens dans une petite seconde avec ce passage de la Bible qui vous intéressera très certainement. Et voilà, je suis de retour. C'était pas très long. J'ai ma Bible ouverte dans les Chroniques. Les Chroniques, je vais vous lire 2 Chroniques 20, du verset 15 à 17. Il a dit, écoutez, voici ce que l'Éternel vous dit. Ne craignez pas et ne vous découragez pas à cause de cette vaste armée, car cette bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Demain, marchez contre eux. Vous n'aurez pas à mener cette bataille. Prenez vos positions, tenez ferme et voyez la délivrance que l'Éternel vous donnera. N'ayez pas peur, ne vous découragez pas. Sortez demain pour les affronter et l'Éternel sera avec vous. 2 Chroniques 20, de 15 à 17. Et vous savez, j'espère que ce verset va éveiller quelque chose en vous, pour tous ceux qui sont en train d'être confrontés à des problèmes qui se disent les dépassent. Ne vous en faites pas, ces problèmes-là, c'est Dieu qui les gère. Et ce passage-là, je vais maintenant vous raconter à propos de ce passage-là, comment ce passage-là m'est venu. Quand j'étais à Kigali, la veille de mon procès, ce procès-là, la veille de ce jour-là, on a demandé 20 ans d'emprisonnement pour moi. La veille, je suis allé à l'église Saint-Michel. C'était le soir. J'ai pris tous mes dossiers que j'allais amener au tribunal pour me défendre. J'avais tout le temps des tas de dossiers. J'avais une mallette remplie de dossiers. Et durant le procès, d'ailleurs, je leur ai dit, j'ai dit à la cour, mais l'ironie, c'est que normalement, quand vous êtes accusé, c'est l'accusation qui doit amener le fardeau de preuve, the burden of proof. C'est toujours sur l'accusation. C'est pas celui qui se défend qui doit amener des kilos et des kilos et des pages et des pages et des documents et des tas de documents pour se défendre. Ça doit être l'accusation. Mais l'accusation, il était ministre, mettez-le en prison pour 20 ans et c'est tout. C'était ça leur dossier. Alors là, la veille de commencer ce procès, je suis allé à l'église avec tous mes dossiers et je me suis assis à l'église Saint-Michel, tout au fond de l'église Saint-Michel, sur un banc tout derrière. Et j'avais ma Bible, et j'ai ouvert ma Bible au hasard. J'ai ouvert ma Bible au hasard et je suis tombé sur ce passage-là, ce passage que je viens de vous lire. Et j'ai lu et je me suis senti apaisé. Je me suis senti complètement apaisé. Et je suis allé. Et Dieu merci, le procès, les gens ne sont pas arrivés à leur fin. Dieu m'a délivré, Dieu s'est battu pour moi. Hein. Dieu me donne tous les mots que je prononce, ne croyez pas qu'ils viennent de moi, ils viennent de quelque part d'autre. Mais c'était un moment déterminant de ma vie, ce procès-là. Et la mort de Kizito, l'assassinat de Kizito Mihigo,
plusieurs années plus tard, 15 ans plus tard, ça m'a rendu très intransigeant, très cassant. Beaucoup de gens se demandent parfois, mais pourquoi Patrick est tellement cassant? Pourquoi Patrick est tellement intransigeant sur un certain nombre de choses? Parce que je me rappelle très bien comment les gens essayaient de nous duper, de nous tourner en cercle qui n'en terminait pas quand Kizito était dans leurs mains pour nous distraire pendant qu'ils le tuaient. C'est pour ça qu'on doit être intransigeant. On ne doit pas perdre le temps dans les distractions. C'est trop facile. Les gens viennent, ils vous distraient, ils vous jettent du sable. Ok, celui-là était ministre, d'accord. Mais maintenant, parlons des vrais problèmes. La distraction, comment on appelle ça? C'est jeter du sable, ou je ne sais pas, je ne me rappelle pas l'expression, dans les yeux des gens pour les distraire. Illusionnisme. C'est de l'illusionnisme que les gens font. De te montrer quelque chose pour que tu ne regardes pas quelque chose d'autre. Mais non, la vie n'est pas un spectacle, c'est un combat. C'est un combat qui doit être mené au jour le jour, dans la vérité, dans la franchise. Pas avec des couteaux, pas avec des coups bas, dans la vérité et dans la franchise. Et voilà. C'était ça mon podcast pour aujourd'hui. C'était un podcast un peu personnel, mais il faut de temps à autre partager des choses personnelles pour que les gens comprennent, mesurent ce qu'ils vous font. Et même s'ils ne le mesurent pas, Dieu se chargera de les aider à mesurer ce qu'ils sont en train de vous faire. Parce que chaque fois que quelqu'un lèvera sa main contre quelqu'un d'autre, juste pour des petits gains rapides, pour s'attirer des fans, pour essayer d'amener des meutes à vous attaquer. Chaque fois que la personne fera ça, il rencontrera l'armée de Dieu qui se tient derrière moi. Donc maintenant, j'étais un peu prophète dans cette émission-ci. Je vais revenir au Patrick qui n'est pas prophète sur les ondes, mais qui croit en Dieu et qui croit que toutes les injustices, un jour prendront fin. Parce que ceux qui se battent contre les injustices, c'est eux qui ont raison. Ceux qui se battent contre les crimes de ces régimes-là, des Grands Lacs, c'est eux qui gagneront. Ce ne sera pas le contraire. Et si ce n'est pas moi qui gagne aujourd'hui, ce sera quelqu'un d'autre. Et ce sera quelqu'un d'autre. Parce que cette voix que je porte sur les ondes d'aujourd'hui, ce n'est pas ma voix. C'est la voix de toutes les personnes qui en ont marre des gens qui jouent les jeux avec la vie des autres. Ok? On est ensemble et on se retrouve bientôt dans mon podcast Umuntu Ngumuntu Gabantu. Bonne journée.